Venez. Merci à François de cette présentation pleine d'humour, mais pleine de fond aussi, et de fond bien sérieux. Je crois que c'est vraiment une réflexion qu'on s'est faite tout au long de cette année sur l'animal et les animaux, et illustrée de toutes ces choses qui vous ont été présentées rapidement. N'en reste pas moins que concernant les animaux de laboratoire, on est toujours dans ces difficultés de communication, et on espère beaucoup qu'avec nos ateliers, on arrive à progresser dans cette représentation des animaux en recherche. Et vraiment, à chaque atelier qu'on fait, on a l'impression qu'on engrange de la matière, et on espère bien ressortir ça sous un format plus lisible dans un avenir pas trop lointain. Merci. Paul Atlan, je m'adresse à Pierre Joannet. Je voulais vous remercier de votre intervention à propos de l'embryon, qui est un sujet qui m'intéresse beaucoup, puisque je dirige la consultation d'éthique pratique, de mise en éthique pratique au niveau transculturel à la PHP. Et j'ai dans mon expérience tout à fait ce que vous avez dit à propos des normes et des valeurs et de l'information nécessaire auprès des parents pour avoir leur accord pour la recherche sur l'embryon. En effet, nous savons maintenant qu'il y a différents référents culturels et religieux qui donnent des informations que l'on peut relayer auprès des couples pour leur dire ce que disent leurs religions, et on s'aperçoit qu'il y en a certaines qui sont pour la recherche sur l'embryon, et ces personnes qui sont dans ce contexte culturel ne le savaient pas. Voilà. Bon, merci. Je n'ai pas grand-chose à dire, sinon que ce qui est très frappant avec l'embryon et la recherche sur l'embryon, c'est de voir à quel point le discours général est influencé par des concepts idéologiques ou religieux, et combien les personnes concernées, c'est-à-dire ceux qui font des fécondations in vitro, qui sont à l'origine des embryons, ont une approche totalement différente, et je dirais quelle que soit presque leur appartenance religieuse ou autre. Et ce décalage est vraiment impressionnant. Et ce qu'on peut regretter, je pense, c'est que certaines forces idéologiques réussissent à imposer leur point de vue à tous. On s'aperçoit par exemple que depuis quelques années, toutes les autorisations de recherche données par l'Agence de la biomédecine pour faire des recherches sur l'embryon sont contestées en justice par un organisme privé au nom de ses propres convictions, qui est de chercher à interdire toute recherche sur l'embryon. Et on peut s'étonner qu'une telle intolérance puisse exister, et qu'elle soit aussi peu respectueuse des personnes qui, elles, sont à l'origine des embryons, donnent leurs embryons pour la recherche et ne partagent pas le point de vue des autres. Et on pourrait estimer que dans une société pluraliste, les différents points de vue existent, mais qu'il n'y a pas un type de point de vue qui cherche forcément à s'imposer à tout le monde. Et je crois que c'est aussi ça l'éthique. L'éthique, c'est savoir trouver une bonne manière de penser, d'agir ensemble dans le respect des autres. Et je trouve que ce qu'on a constaté, nous, dans le groupe, depuis qu'on a travaillé sur ces sujets, c'est de voir à quel point il y a des phénomènes d'intolérance qui empêchent finalement que les choses se passent d'un point de vue éthiquement satisfaisant. Non, juste pour recroiser sur le propos de Pierre Joannet, comme dans le groupe Embryon, je souhaitais témoigner du fait que quand on interroge quand même aujourd'hui les régulations nationales, y compris au niveau de l'agence, on a tendance justement à omettre, à mon avis, cet axe essentiel d'une recherche qui est avant tout une recherche du soin, une recherche thérapeutique au bénéfice de l'embryon et du projet parental. Donc ça croise effectivement les remarques qui viennent d'être faites, mais il est quand même assez inquiétant d'avoir un pays qui régule à travers ces législations et ces agences des choses qui avant tout sont des peurs. On entend beaucoup les termes manipulation, les termes commercialisation, les termes mauvais usage, le terme dépréciation ou atteinte portée à l'embryon. Et les discours institutionnels portent assez rarement
le volet positif que la recherche souhaite amener, c'est-à-dire le bénéfice auprès des patients et des projets parentaux. Donc en ce sens, par rapport aux discussions qu'on a eues ce matin, c'est vrai qu'il y a une dimension éminemment politique. Et ici, on est à l'INSERM. Je pense que le fait qu'une institution de recherche porte le discours positif sur la recherche sur l'embryon n'est pas la même chose que de véhiculer le discours sur les craintes. Même si, par ailleurs, je suis conscient du fait que les craintes et les éventuelles mauvaises pratiques doivent être éminemment surveillées et sanctionnées. Ça, c'est la première réflexion. Et deuxième réflexion, Pierre, si je peux me permettre en complément, on avait aussi dit, de manière non pas provocatrice, de manière à éclairer bien le débat, à quand une grande campagne avant le 20h sur la recherche sur l'embryon, au même titre qu'une recherche sur le don d'organes, parce que ce sont des secteurs de la santé tout aussi essentiels au bénéfice de la population, et ce qui renvoie aussi à la question des financements. Combien de financements sont clairement ciblés sur recherche sur l'embryon dans notre pays. Alors effectivement, en disant ça, je pourrais avoir l'impression de m'égarer du champ d'un comité d'éthique et de dire je suis en faveur de la recherche sur l'embryon, mais je vous rassure, je serai le premier aussi à demander qu'il y ait des régulations claires, que le consentement de ces couples aille vers un meilleur sens qu'il n'est aujourd'hui, et qu'il y ait beaucoup de choses qui maintiennent des équilibres démocratiques. Donc voilà, c'était un petit peu en complément, un cri du cœur, pour dire que ce groupe m'a beaucoup plu et que j'ai un grand plaisir à avoir participé également. Oui, je voulais profiter de ce petit moment pour demander à Jennifer qu'elle nous fasse le point de la vision nord-américaine de CRISPR. Tu n'as pas eu le temps de le faire, non, mais pour informer un petit peu l'audience de ces différences, il y en a. Pour l'instant, il n'y a aucune vision parce qu'on est toujours en train de travailler. Ce que je peux dire, c'est que nous espérons avoir un rapport écrit où il y aura des propositions d'encadrement législatif pour la NIH et les FDA en novembre. Ceci étant dit, pour l'instant, on est en train d'accumuler, moi personnellement, donc pour le volet international, d'accumuler un certain nombre de modèles types de régulation de la recherche, notamment en gene therapy, les ATMP, comme on dit dans le jargon européen, comment l'Europe et certains pays européens régulent la recherche sur la thérapie génique et comment aussi ces techniques sont ensuite commercialisées. Donc je suis en train de créer, si vous voulez, un document de référence qui demande les autres membres du groupe serviront à la réflexion dans le cadre nord-américain. Maintenant, on a beaucoup discuté des grandes différences entre l'Amérique du Nord et l'Europe, à commencer par évidemment la question des brevets. Donc, il n'est pas question pour les Américains de tout d'un coup se réveiller et imaginer que le modèle français ou le modèle européen ou que sais-je encore soit tombé du ciel et sert parfaitement leurs besoins et leurs souhaits. Donc, moi, ma vision aujourd'hui, c'est qu'ils vont s'en inspirer, mais ils vont, je parle de mon groupe dans lequel je suis, ils vont faire des propositions qui peut-être ne seront pas les mêmes que le comité d'éthique de l'INSERM ou peut-être seront très proches. Ça, je peux pas prédire à l'avance parce que franchement, pour l'instant, on est 24 et on n'est arrivé à aucune conclusion. Mais vu comment les discussions vont, on a beaucoup d'auditions, on auditionne beaucoup de patient groups, beaucoup de groupes de patients atteints de maladies très, très graves et qui se parlent tous d'une même voix. Faites la recherche. Après, on entend aussi beaucoup d'associations de personnes handicapées, de disabled persons qui disent mais réfléchissez aussi avant à la valeur de nos vies. Nous avons telle affliction, nous avons tel handicap, mais nous valons pas moins et il ne faut pas penser à nous modifier, à nous extirper de l'ADN humain, du patrimoine génétique humain commun. Donc, pour l'instant, on entend beaucoup de voix et je ne peux pas dire qu'il y a une prédominance des scientifiques ou une prédominance d'un groupe d'intérêt ou un autre. Ce que je peux dire pour l'instant, c'est que c'est un autre pays, c'est un autre système, c'est une autre culture, les États-Unis, que la France, et c'est une autre façon de réfléchir à la science. Et puis, pour rejoindre un petit peu ce que disait Pierre, il y a des forces religieuses très importantes aux États-Unis, mais elles sont visibles. Elles sont, on les auditionne, on les a entendues.
ces forces sont actives et elles sont transparentes. On sait qui elles sont. Et donc, elles ont la même voix au chapitre que tous les autres groupes d'intérêt. Et ça, c'est quelque chose que je trouve assez intéressant par rapport à la France, où on a l'impression, tout d'un coup, par exemple, pendant la manif pour tous, tout d'un coup, on s'est réveillé, on a vu qu'il y avait des forces religieuses très, très puissantes et très riches. Et puis après, ils redescendent derrière dans une espèce d'opacité. Mais je pense qu'ils sont quand même à l'œuvre, comme disait Pierre, et on voit ça avec l'embryon. Alors qu'aux États-Unis, c'est peut-être plus facile parce que, voilà, ils affichent leurs couleurs et ils se battent contre telle chose ou telle autre. Donc ça, c'est un aspect aussi de la société américaine qui est différent de la société française et qui a un impact sur nos discussions et sur ce qui va se passer dans le rapport. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Oui, sur ce point, c'est vrai que le problème de CRISPR-Cas9, et notamment aux États-Unis, enfin, toutes les questions qui se posent, à la fois c'est passionnant et c'est, je trouve, d'une complexité très importante et même quelquefois très, très troublante. C'est passionnant parce qu'on a l'impression qu'avec ces technologies, on a ouvert tout un champ immense de la recherche dans les domaines des sciences de la vie, avec des évolutions technologiques permanentes. Comme le disait Hervé à midi, on parlait de ça. Toutes les semaines, il sort des articles qui montrent que telle technologie qu'on a décrite il y a un mois est presque dépassée, qu'on va pas d'autres technologies, d'autres possibles. Et donc, c'est fantastique. Du point de vue de la recherche, c'est fantastique. Donc, c'est passionnant. Mais en même temps, c'est troublant parce que c'est, qu'est-ce qu'on va en faire et comment on va le faire. Et là, il y a une dimension aux États-Unis qui me frappe, et je ne vois pas très bien comment ça va se gérer, c'est la question des brevets et la question de l'exploitation commerciale de toutes ces technologies. On a l'impression qu'aux États-Unis, il y a une bagarre extraordinaire avec des enjeux financiers colossaux pour essayer de s'approprier ces différentes technologies, mais que donc on ne voit pas très bien où ça va, on ne voit pas très bien comment ça va évoluer, et en même temps, on a l'impression qu'ils sont complètement dépassés, parce que par exemple, en même temps, ils s'inquiètent énormément de voir que dans des pays comme la Chine ou le Japon, on va beaucoup plus vite qu'eux dans le développement de ces technologies. Et que donc les Américains, les scientifiques américains qui avaient l'habitude d'être des leaders en recherche en biologie, ont peur de ne plus maîtriser l'évolution des techniques. Et donc je trouve que c'est quand même extrêmement complexe pour tout ça, CRISPR-Cas9. Sur le brevet, donc effectivement, cette grande bataille a cheminé à travers la hiérarchie des tribunaux et est actuellement devant un tribunal spécial qui doit arbitrer entre l'équipe de Doudna et l'équipe de Harvard. Et on prédit que ça va prendre 3 à 4 ans, l'arbitrage. Donc, voilà. Donc d'ici là, la question du brevet, qui va avoir le brevet, Doudna ou Zhang, eh ben, on saura dans 4 ans parce que c'est le temps qu'il faut pour la procédure et pour la constitution de ce tribunal d'arbitrage. Donc, question stratégique à François. Finalement, au bout du bout, quand même, pour éclairer un peu le débat dans la salle, c'est peut-être bien que les gens entendent une question de citoyens, que globalement, par rapport à ton exposé, le statut de l'animal de recherche est-il moins bon, meilleur que celui de l'animal d'élevage, par exemple? Question de béotien, mais qui, en gros, parcourt quand même le débat public aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on parle de bientraitance et de maltraitance, tu l'as dit, et si on devait avoir une espèce de lecture de grille de valeurs simple, quel serait ton point de vue par rapport au débat qu'on a médiatiquement aujourd'hui sur le statut d'animal de recherche versus celui de l'animal d'élevage? Alors c'est évidemment une réponse difficile, sachant qu'on n'élève pas les mêmes animaux dans les deux camps. Je ne sais pas si je peux dire comme ça. Il n'y a pas grand monde qui s'inquiète des poissons zèbres. J'en ai pas entendu beaucoup s'inquiéter de leur devenir, de leur futur. Et il y a des choses qui se passent très intéressantes à ce niveau-là. Il y a aussi beaucoup d'élevage de recherche sur des invertébrés, marins ou pas marins.
Et par contre, on va mettre en exergue des élevages industriels de porcs, par exemple, ou de volailles, qui sont évidemment des conditions qui ne correspondent à rien par rapport aux besoins des espèces en question. Enfin, objectivement, dire qu'on peut mettre X poules sur 1 mètre carré et que ça marche, économiquement, j'entends. Ce n'est pas forcément une raison pour dire que les poules sont bien, c'est autre chose. Hein. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que dans ces conditions-là, les poules font quand même des œufs, et d'une certaine façon, qui permettent de rentabiliser l'investissement de l'exploitant. Et on tolère ça. Enfin, il n'y a pas beaucoup de bruit contre. Et inversement, on va ne pas supporter d'avoir des chiens ou des chats ou des macaques, évidemment, dans des animaleries. Donc, les conditions en tant que telles, la finalité, on la connaît. Mais il y a des conditions d'élevage d'animaux de laboratoire qui sont impressionnantes, au sens où c'est mieux que dans des parcs zoologiques, où c'est mieux que certains éleveurs de chiens d'animaux de compagnie. Mais en fait, c'est la finalité qui pose problème, ce n'est pas forcément le technique. Et c'est ça qui est difficile, c'est qu'on aura toujours des gens qui seront contre, quelles que soient les conditions d'élevage de ces animaux. Et le débat, il n'est pas forcément sur le fait qu'ils ont des environnements enrichis, qu'ils ont des soins appropriés, mais c'est le fait qu'on les utilise pour cet objectif-là qui ne plaît pas à certains. Alors, le problème, c'est qu'il y a des gens qui ne seront pas convaincables, comme on dit, qu'on ne pourra pas les convaincre du contraire, voilà. Et cela, peut-être qu'il faut les laisser. Et peut-être que la discussion, il faut l'avoir avec des gens qui se posent des questions, qui n'ont pas forcément de réponse a priori, mais à qui on peut apporter des arguments pour expliquer ce qui se passe et être assez transparent. La transparence étant quelque chose de vraiment difficile, mais il faut quelque part, à un moment, l'accepter. Et il faut avoir un moment où on peut faire confiance, parce qu'il n'y a pas de confiance non plus, il y aura toujours la suspicion derrière, et ça sera la pire des situations. Si vous avez vu Nature du 22 avril dernier, il y avait un grand dossier sur les élevages de primates pour la recherche, qui sont en train de partir vers la Chine. Et même certains collègues français qui apparemment c'est dans Nature du 22 avril, qui ont ouvert des entreprises d'élevage de primates en Chine. Voilà, donc est-ce que c'est une réponse à la question? Ce n'est pas forcément la plus satisfaisante non plus. En conclusion, je dirais que je me réjouis qu'il n'y ait pas eu de questions concernant la pertinence de prendre en compte l'articulation entre le sexe et le genre dans les recherches en santé et dans les pratiques médicales. Donc je vais en déduire que le sujet fait consensus. Et c'est vraiment un sujet très intéressant, comme vous avez pu, j'essaie de vous le convaincre. Et c'est donc un signe positif et optimiste pour plus d'égalité et plus de démocratie dans nos pratiques et pour la santé des femmes et des hommes.